sommaire de l'actualité de ce lundi 26 mai 2014 sur la première, la poursuite des travaux du dialogue politique inter-togolais. Les délégués des partis parlementaires sont passés à un autre tournant de leur discussion en abordant les 3 premiers points inscrits à leur agenda. Ceci sous la direction du facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga. Et ce geste de compassion et de solidarité du président de la République en direction des réfugiés du camp de Mamprouk dans la préfecture de Tandjouaré. Ils ont fui les violences intercommunautaires qui opposent Moba et Konkomba du Nord Ghana. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après une semaine passée à procéder à certains réglages, les participants au dialogue politique intertogolais sont donc entrés ce lundi dans le vif du sujet. Sous la direction de Monseigneur Nicodème Bariga, les délégués ont commencé à plancher sur les 3 premiers points de discussion retenus, à savoir le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre et les conditions d'éligibilité du président de la République. Silver Abdou, qui est notre envoyé spécial du jour au siège de Toro Télécom où se tiennent les travaux, a recueilli pour nous les propos de l'évêque facilitateur à la fin de la séance. Le démarrage a été un peu difficile, mais surtout après la pause cet après-midi, nous avons pu examiner les points qui étaient prévus à l'ordre du jour et les discussions se sont déroulées dans un climat assez serein. Cet après-midi, donc, nous avons examiné les questions touchant le régime politique, les prérogatives du Premier ministre et les conditions d'éligibilité du Président de la République. Évidemment, sur tous ces points, il y a eu des positions qui ont une certaine convergence et puis il y a des points de désaccord. Donc tout cela a été enregistré et nous poursuivons demain. Non, il a été convenu qu'on devrait chaque jour essayer d'aborder au moins 3 points pour pouvoir avancer suffisamment dans le chronogramme qui a été fixé au début des travaux. Donc demain, en principe, sauf si l'une des parties prenantes estime qu'on doit revenir sur le point déjà abordé, sauf ce cas-là, je pense qu'on poursuivrait avec les autres points retenus. À cette étape du dialogue, il faut peut-être garder un peu de réserve par rapport au contenu du travail. Qu'est-ce qui a rendu le début difficile? Non, c'est des questions de procédure, puisque avant de démarrer un dialogue de cette nature, il faut s'accorder sur tous les détails possibles et parfois ça se fait de manière un peu, j'allais dire, on ne s'entend pas sur tous les points. Donc ce sont les règles de procédure qui ont entraîné un petit retard dans le démarrage des travaux. Vous êtes facilitateur ou médiateur? La question n'a pas été posée de manière très précise, mais je pense que le thème qui a été retenu et qui figure sur les documents qui m'ont été transmis avant même qu'on ne démarre, c'est le mot facilitateur qui est utilisé. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se dérouler maintenant. Bon, personnellement, le fait d'avoir été choisi par les parties prenantes comme facilitateur, c'est le signe d'une certaine confiance qui a été exprimée à mon endroit. Et je pense que je dois essayer de ne pas décevoir cette attente, cette confiance qui est placée en moi. C'est avec cet état d'esprit, essayer dans la mesure du possible de parvenir, d'amener les uns et les autres à un certain consensus, ou tout au moins à des points de convergence qui puissent aider à trouver des solutions. C'est le délai qui a été précisé et qui a été adopté avant qu'on ne commence les travaux. On va essayer de rester dans ce cadre temporel qui est fixé. Le 6 mai dernier, des violences intercommunautaires ont éclaté entre Konkomba et Moba du Nord Ghana, provoquant le déplacement massif de populations vers la préfecture de Tandjouaré.
Des milliers de personnes, femmes et enfants en majorité, qui cherchaient à se mettre à l'abri des affrontements que les autorités ont installés dans un camp de la localité de Mamproug et à qui le président de la République vient d'exprimer sa compassion et sa solidarité en leur envoyant un important lot de vivres et de matériel divers. Ce sont les ministres de la Sécurité, de la Protection civile et de l'Action sociale qui se sont chargés d'aller remettre le geste du président de la République aux destinataires. Les deux membres du gouvernement ont ensuite poursuivi leur route jusqu'à Dapaon pour accomplir une autre mission que le chef de l'État leur a confiée: distribuer des cadeaux aux femmes admises à la maternité du CHR de la ville à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des mères. Désiré Aloye. Les troubles socio-ethniques entre les Konkomba et Moba au Ghana ont causé un flux de réfugiés ghanéens au Togo. À Namproug, situé à environ 40 km à l'ouest de la ville de Tangouaré, ils sont 341 ménages regroupant 1224 personnes recensées. Le chef de l'État Fort Essesona Nyazimbe, dans sa politique d'assistance et de protection des réfugiés, vole au secours de ces êtres humains par cet important don de vivre et de non-vivre apporté par des membres du gouvernement Yark Damhan et Dédé Aofa Ekwe, respectivement en charge de la sécurité et de l'action sociale. Un don remis aux réfugiés en présence d'une délégation ghanéenne et du HCR pour compatir et faciliter la vie aux populations recensées. Cet appui est le deuxième stock que nous avons s'est posé environ vers le 6. Nous avons apporté cet appui-là et aujourd'hui nous venons avec un stock plus considérable de vivres et de non-vivres. La compassion n'est pas seulement en matière de vivre et de non-vivre, mais aussi en matière psychologique et sociale, parce que nous sommes venus avec notre personnel ici pour apporter le réconfort à la population. Donc c'est une opération très importante parce qu'elle illustre encore une fois l'engagement du chef de l'État et du gouvernement à mettre en œuvre tout ce que nous avons pris comme responsabilité sur le plan international, d'accorder un soutien aux personnes réfugiées sur notre sol. Un geste fortement apprécié par les réfugiés. Nous remercions aussi le président pour son soutien. Que Dieu le bénisse. Nous permettons de rester en collaboration avec les habitants. Le ministre Yark Damhan a promis aux réfugiés la sécurité et les a rappelé leurs devoirs. Ces réfugiés, en majorité composés de femmes et d'enfants, sont arrivés sur notre territoire depuis le 6 mai. Ce matin, nous sommes arrivés pour une fois de plus présenter nos compassions, ces réfugiés, leur demander de garder courage sur les deux chaînes. Les États sont en train de travailler pour trouver une solution durable à leurs problèmes. En matière de sécurité, je leur ai dit, le Togo ne servira pas de base arrière. Ils ne viendront pas ici se préparer et retourner affronter les autres. Ils sont ici, s'ils arrivent ici, c'est parce qu'ils ont des problèmes de sécurité. Nous allons nous organiser pour leur donner cette sécurité. Parmi la population réfugiée, nous avons vu peu d'hommes. Et selon les informations, les hommes sont restés pour continuer les travaux champêtres. J'ose bien croire à cela. Faisant d'une pierre deux coups, les deux membres du gouvernement ont visité la maternité du CHR de Dapaon. Bras chargés, ils ont, au nom du président de la République, distribué des cadeaux symboliques aux mères qui célèbrent leur fête. Un geste qui vise à rendre hommage aux mères. Il constitue aussi un témoignage de reconnaissance du chef de l'État à leur endroit pour tous les sacrifices consentis pour le bien-être de leur famille. Quelques jours avant sa visite dans le Grand Tour, le ministre Damham Yark était à Sokodé dans le Tchaoudjo où la caravane des journées portes ouvertes sur les documents d'identification et de voyage venait de faire escale pour 2 jours de séances d'information et de sensibilisation. Voyons le reportage de notre chef d'antenne de la région centrale, Lamarck Bojuna. Ces journées portent ouvertes sur les documents d'identification et de voyage organisés par 5 ministères, à savoir la sécurité et la protection civile, la fonction publique, les travaux publics et des transports, l'économie et des finances et la justice ont pour objectif d'approcher les services des populations à la base afin de leur permettre d'avoir des pièces nécessaires pour leur vie. C'est une très bonne initiative dans la mesure où l'administration se rapproche de la population. Et cela évite les tracas, puisque nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons plus à voyager pour aller à Lomé, etc.
tout se fait sur place et ça ne fait que arranger tout le monde. Donc c'est une très bonne initiative et nous remercions les initiateurs de cette campagne. Le ministre Damhan Yark de la Sécurité et de la Protection civile précise l'importance de ces journées. Le gouvernement, dans l'application de la politique du chef de l'État, qui consiste à rapprocher l'administration de l'administré, à inclure un certain nombre de départements ministériels en charge des documents d'identification, d'organiser ces journées portes ouvertes pour les enfants de nos populations. Ces journées portes ouvertes consistent à sensibiliser nos compatriotes et aussi à pouvoir leur produire ces documents d'identification en cas de besoin. Tous les ministères avaient leur stand afin de permettre à tous ceux qui désirent obtenir une pièce à se la faire établir. Il y avait des stands comme carte d'identité, passeport, carte professionnelle, agent public de l'État, carte grise et permis, titre foncier et nationalité. Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire était lui aussi en visite la semaine dernière à Sokodé. En tournée à l'intérieur du pays, M. Maoussi Djossou Semondi s'était arrêté au chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjo pour échanger avec le personnel des services déconcentrés et les acteurs régionaux de développement sur les nouvelles stratégies de mise en œuvre de la politique de développement du gouvernement. Un reportage à voir dans nos éditions prochaines. La semaine qui vient de s'achever aura été celle des chasseurs croisés des membres du gouvernement dans la région centrale, puisque la ministre du Développement à la base était également dans le secteur. Madame Victoire Dobé s'était rendue précisément à Soutoubois pour apporter son soutien aux prestataires des services financiers partenaires du Fonds national de la finance inclusive dans la mise en œuvre de son premier produit, l'APSEF. Nous sommes toujours avec la marque Boudjona. La tournée du ministre du Développement à la base dans la préfecture de Soutoubois pour la région centrale se situe dans le cadre du démarrage effectif du premier produit du Fonds national de la finance inclusive, accès des pauvres aux services financiers APSEF. Les couches sociales de Soutoubois étaient sorties massivement, occasion pour les prestataires de services financiers partenaires du Fonds d'expliquer le processus d'obtention du crédit. La ministre du Développement à la base, Victoire Tomega Dobé, a dans son intervention expliqué à la population le bien fondé de ce fonds. L'APSEF, c'est pour tout le monde. C'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, les artisans, les hommes, toute personne qui veut faire quelque chose. Parce que le chef de l'État dit non à l'exclusion financière. Il dit non à l'exclusion sociale. Il veut que chacun se prenne en charge. Mais ce que nous constatons, c'est que ce sont les femmes qui sont les premières à comprendre ce message. Et elles courent, elles se mettent devant. Nous espérons que les hommes vont les suivre. Mais sachez que l'APSEF, c'est un microcrédit de masse, c'est pour tout le monde, sans aucune exclusion. Je veux aussi dire que l'APSEF, là, c'est pour tous les Togolais, pour toutes les Togolaises. Ce n'est pas pour les membres d'un parti politique, non. Quand en venant ici, est-ce qu'on vous a demandé si vous faites partie d'un parti politique? Non. C'est pour tout Togolais qui a envie de travailler pour faire quelque chose. Cette tournée de la ministre Victoire Tomega Dobé a pour intérêt d'apporter le soutien du gouvernement aux prestataires de services financiers dans la mise en œuvre du premier produit du Fonds national de la finance inclusive, accès des pauvres aux services financiers APSEF, puis de constater des éventuelles insuffisances pour apporter des solutions en vue de l'atteinte des objectifs du FNFI. Ce matin, c'est avec sa casquette de ministre en charge de l'artisanat que Mme Victoire Dobé est allée procéder au lancement des travaux d'un atelier régional sur l'étude d'un code communautaire de l'artisanat réalisé par l'UMOA pour harmoniser les politiques du secteur de l'artisanat des États membres. Le but visé est de professionnaliser l'artisanat au sein de l'Union afin de le rendre compétitif au plan mondial. Arnold Kiliou. Avec 10 à 20% de contribution au PIB et 100 000 à 500 000 emplois générés selon les estimations fournies par les États de l'UEMOA,
L'artisanat s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable de développement économique et des échanges intracommunautaires et internationaux. La commission de l'UEMOA a revu la politique sectorielle des États, corrigé les insuffisances pour rendre l'artisanat professionnel et compétitif au plan mondial. La commission de l'UEMOA a décidé de regarder l'ensemble des tests qui régissent ce secteur dans nos différents pays. Et fort du diagnostic et des constats que nous avons faits, il était nécessaire d'avoir un code communautaire harmonisé, contraignant pour tous les États. Alors, qu'est-ce que le code a cherché à régler? La première chose, la profession d'artisan. Lui donner un statut, faire en sorte que l'artisan soit fier d'être un artisan et que sa qualification soit reconnue dans des grades bien déterminés. Ça, c'est la première. La deuxième, il faut organiser au sein de l'artisanat les formations utiles pour le rendre performant. Ce nouveau code communautaire de l'artisanat permettra aux États membres de l'UEMOA de relever les défis majeurs, notamment l'organisation, la formation, le financement, l'accès au marché des produits artisanaux. Pour nous au Togo, cette adoption vient à point nommé car c'est encore un pas supplémentaire de franchi dans la poursuite intrépide des réformes que notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, s'est engagé à mener en vue de réaliser une économie forte et inclusive. Il doit permettre d'impulser le développement du secteur de l'artisanat, notamment en facilitant l'organisation et la classification des activités en matière d'artisanat, les conditions d'exercice de l'activité artisanale en déterminant le statut fiscal de l'entreprise artisanale et le régime de comptabilité auquel elle est soumise, en contribuant enfin à l'amélioration du niveau des qualifications dans le secteur et à une meilleure au marché public. Les échanges permettront aux participants de s'approprier les principales dispositions de ce règlement et les réformes apportées pour redynamiser le secteur de l'artisanat dans l'espace UEMOA. La douane togolaise appelle à la mobilisation générale contre la contrefaçon et le piratage des médicaments. Les responsables du commissariat aux douanes et aux droits indirects ont animé ce matin une conférence de presse pour sensibiliser l'opinion sur le phénomène et ses conséquences. Nos États sont confrontés depuis plusieurs années en effet à ce fléau qui cause d'énormes dégâts aussi bien aux économies nationales qu'aux politiques de santé, d'où la nécessité de le combattre. Compte rendu Florence Kouepassé, Medina Bacha. Les produits sont pratiquement identiques, mais l'un est faux, donc contrefait. Les produits contrefaits non seulement ne contiennent pas le principe actif, mais aussi peuvent être des poisons pour la santé. Comment reconnaître le vrai du faux? Il n'est pas facile de reconnaître le vrai du faux, et quand bien même on vous dirait comment reconnaître le vrai du faux, si on le disait aux consommateurs, malheureusement, on le dirait en même temps aux contrefacteurs. Ce qu'on se rend compte actuellement, c'est que sur les marchés, quelquefois, il est possible de reconnaître certains produits, parce qu'ils font des fautes d'orthographe, encore faut-il savoir lire, mais quelquefois, les produits sont exactement les mêmes, donc c'est extrêmement difficile. D'où l'intérêt de travailler vraiment avec la douane. C'est pourquoi la douane togolaise intensifie ses actions de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Elle opère des saisies de ces produits grâce à la collaboration de l'Organisation mondiale des douanes avec le système IPM, contenant une base de données des caractéristiques des produits. Nous avons aujourd'hui, grâce à la formation que nous avons reçue, les techniques d'analyse de risque et de ciblage de conteneurs dans les ports. Et nous avons aujourd'hui une division d'analyse des risques et d'orientation de contrôle. En 2012, 14 tonnes de faux médicaments ont été saisies et en 2013, 87,5 tonnes par les douanes togolaises avec l'appui de ses partenaires. Les responsables des douanes togolaises invitent donc les consommateurs à la vigilance afin d'éviter les faux médicaments nuisibles à la santé humaine. Les cadres du ministère des Travaux publics en charge de la passation des marchés publics sont en formation. Une session axée essentiellement sur le secteur des routes et des transports. Pendant 2 semaines, ils auront à acquérir de nouvelles connaissances en vue d'améliorer leur capacité d'intervention dans la réalisation des projets liés donc aux routes et au transport. Reportage Khaled Bonfo, Charlotte Ounsime.
Dans l'exécution de la politique des grands travaux du chef de l'État, la construction des ouvrages doit revêtir un caractère pérenne. Nécessité donc d'assainir le processus de passation des marchés publics. Et c'est dans ce sens que les cadres du ministère des Travaux publics sont en session de formation. Pendant 2 semaines, la cinquantaine de participants va renforcer sa capacité afin d'intervenir de façon professionnelle à la réalisation des projets liés aux routes et au transport. Ça va permettre aussi bien à ceux qui sont garants au regard donc de l'État togolais des ressources financières, que même aussi pour les techniciens. Donc ça va leur permettre de sécuriser, absolument sécuriser les acquisitions de biens, travaux et services dans une dimension de fiabilité, de durabilité et de pérennité. Pour le ministère en charge des travaux publics, la célérité dans la consommation des crédits alloués et l'efficacité des acquisitions à moindre coût constituent les principaux défis à relever. Les procédures de passation commencent depuis le montage des dossiers. Et à ce niveau, les techniciens que sont les ingénieurs du ministère sont appelés à la maîtrise totale des règles et procédures de passation. Cette formation s'inscrit dans le programme d'assistance technique ciblée, multisectorielle et de renforcement des capacités institutionnelles de la BAD en faveur du Togo. Les conservateurs des musées du Togo sont aussi en formation. Une session de mise à niveau organisée par le ministère en charge de la culture qui intervient au lendemain des journées portes ouvertes sur ce secteur. La documentation, la collecte et l'inventaire des objets muséaux sont les principales thématiques sur lesquelles les participants auront à plancher. Adolphe Paka. Collection éparse et documentation souvent incomplète sur des objets, c'est la situation qui prévaut dans la plupart des musées publics régionaux en Afrique et au Togo qui souffrent de la bonne organisation et de la visibilité. Une étude menée par l'école du patrimoine africain EPA en 2007 dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine a révélé des conditions déplorables dans lesquelles évoluent ces temples chargés d'histoire et de savoir sur nos sociétés. Alors qu'aujourd'hui, les musées ont cessé d'être de simples expressions de conservation d'objets, ils sont dynamiques, vecteurs de croissance et communiquent des valeurs. L'objet n'est pas né avec le musée. Il fait partie d'une tribu, il fait partie d'une communauté. Et lorsque vous décidez de le classer patrimoine national, vous le sortez de son milieu habituel et vous l'amenez au musée. Vous le changez de milieu, il commence une autre vie au musée, il va côtoyer des objets du musée. Donc il est forcément obligatoire de mettre l'information juste qu'il faut autour de cet objet-là, d'arriver à le distinguer des autres objets qu'il côtoie dans le musée. Donc, une façon de les valoriser, ce serait de faire les inventaires et de faire mettre en place des systèmes de documentation. Les conservateurs ont de ce fait l'impérieux devoir de faire la mise à niveau de leurs compétences afin de répondre aux normes internationales requises dans la gestion du musée. C'est un renforcement d'abord de capacité et nous croyons que cette formation va aider nos conservateurs à mieux documenter nos collections, à mieux faire parler nos collections, à mieux les sauvegarder aussi. Cette action soutenue par le Fonds d'aide à la culture répond ainsi à l'une des recommandations de la politique culturelle du Togo adoptée en 2011. C'est aussi l'une des recommandations du Conseil international des musées ICOM qui prévoit de faire régulièrement les inventaires des collections et de bonne documentation sur les objets de ces centres. L'Union des communes du Togo et la branche togolaise du réseau des femmes élues locales d'Afrique tiennent à Lomé une séance de renforcement de capacité des femmes sur leur rôle et responsabilités dans le développement local. Il s'agit surtout de sensibiliser et d'encourager les femmes à s'intéresser davantage aux questions de démocratie à la base en s'efforçant d'être présentes dans les instances de décision. Reportage Solange Koulou, Christine Peteki Aloudé. Selon des statistiques au plan national, on parle d'une amélioration en ce qui concerne la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, même si des efforts restent à faire. Les femmes représentent
15,38% des députés et 20,68% des ministres en 2013 contre 11% et 21,90% en 2011. Mais au niveau local, le leadership féminin peine à décoller selon l'Union des communes du Togo et le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Togo, qui encourage l'engagement féminin à travers cette formation. Nos femmes que nous avons à la base, c'est comme si la responsabilité ou bien le rôle à jouer se joue déjà au niveau de certaines seulement et qu'elles restent à la traîne. Non, nous voulons que ce leadership soit global et intégral. Le combat de la femme doit commencer par la base et sa promotion se termine sur le plan national. Le budget participatif, c'est un processus qui amène les citoyens à participer à l'élaboration des budgets, à participer à l'exécution de ce budget et au suivi-évaluation. Le budget participatif sert de plus en plus de référence aux pôles de décision et aux organes d'exécution des pouvoirs publics. Les principes fondateurs, les étapes de contrôle citoyen dans l'élaboration du budget participatif et les expériences de budgétisation déjà tentées seront partagées. Le budget est un élément moteur et déterminant dans la vie de nos communautés. Il est fondamental que tous les acteurs et bénéficiaires qui font la vie de ces communautés soient de plus en plus intimement intégrés au processus d'élaboration du budget. Cette formation est soutenue par le PASCRENA et le PRODEJ de la GIZ qui appuient aussi la participation des femmes au processus de développement de façon plus efficace. C'est la femme, mère de famille, qui était à l'honneur hier à l'occasion de la célébration de la journée qui lui est dédiée. Au Togo, diverses manifestations ont été organisées pour lui rendre hommage. Vous le savez déjà, le chef de l'État y est allé très tôt de sa générosité en faisant parvenir des vivres et autres produits de première nécessité à celles qui donnaient la vie dans les hôpitaux et centres de santé à travers le pays. À Lomé, l'ONG ESHOP, en collaboration avec une société de distribution de gaz, a organisé à leur intention une manifestation populaire pour les sensibiliser sur leur rôle dans la construction de la cité. Reportage Sonia Aminiko de Douaré, présentation Amol Kiliou. Très active et très engagée au service du développement, que ce soit dans la cellule familiale que dans son environnement, les mamans étaient à l'honneur ce jour de par le monde. Au Togo, cette reconnaissance des mamans comme femmes battantes et entreprenantes a été célébrée. Au palais des congrès de Lomé, les mamans, membres du gouvernement, étaient aux côtés de leurs consoeurs pour magnifier le rôle que jouent les femmes en général dans le développement socio-économique du pays. C'est vraiment une fête qui est là pour célébrer toute la beauté, l'intelligence, la bonté de nos mamans qui font un travail extraordinaire chaque jour afin de construire nos familles, de soutenir le développement de nos enfants et le développement de notre pays. Donc à l'occasion de cette journée, je lance aussi un appel pour que nous puissions ensemble protéger l'environnement. Ça, c'est un élément important pour l'atteinte des objectifs du millénaire de développement, mais c'est aussi tout un appel pour qu'on continue à aider les mamans, les femmes, parce que c'est en les aidant qu'elles pourront encore donner le meilleur d'elles-mêmes. Sur l'initiative de l'ONG ESHOP Togo, la célébration de la fête des mères a été placée sous le thème de la protection de l'environnement. Un thème d'actualité qui invite les femmes à s'engager activement pour une réponse efficace contre les changements climatiques. Dans ce contexte, l'utilisation du gaz dans les ménages a été préconisée dans le souci de lutter contre la déforestation. Le parti l'UNI appelle à un dialogue politique inclusif. Samedi dernier, les dirigeants de cette formation politique se sont réunis pour faire le point sur leurs activités et ils ont animé dans la foulée une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité politique au Togo. Compte rendu, Sonia Meniko, Rachel Aoukou. Au cours de cette rencontre avec la presse, les responsables du parti politique l'UNI appellent à un dialogue inclusif entre les acteurs politiques pour ainsi déboucher sur un pacte qu'ils qualifient de républicain. Ce pacte nous permettra de passer de la 4e République à une 5e République, toute nouvelle, mais bâtie sur une base de réconciliation, en tenant compte
des acquis de la CVJR et en projetant notre nation vers des lendemains meilleurs. Cette conférence de presse qui intervient après le Conseil national de cette formation politique a fait ressortir la nécessité pour ses responsables d'UNI de voir des élections présidentielles se tenir dans un climat apaisé et sécurisé. Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'industrie informent les candidats au concours national de recrutement direct d'enseignants fonctionnaires et du personnel d'appui pour le compte du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, session du 24 juin 2014, qu'ils peuvent continuer à déposer leur dossier de candidature à compter du mercredi 28 mai au mardi 10 juin 2014 à Lomé, au cabinet du ministre de la fonction publique, et à Kara, à la direction régionale du travail et des lois sociales. La date de l'écrit est fixée au mardi 24 juin 2014 dans les centres de Lomé et de Kara. Par ailleurs, le test de sélection des chauffeurs se déroulera le mercredi 9 juillet 2014 au garage central administratif de Lomé, centre unique. Pour plus d'informations, consultez le quotidien national Togo Presse. C'est la fin de cette édition. Nous parlions tout à l'heure de dialogue politique. Retenez que c'est la principale information de cette édition. Les délégués aux discussions inter-togolaises de Togo Télécom se sont réunis ce lundi autour du facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga. À l'ordre du jour, les 3 premiers points inscrits à leur agenda, à savoir le régime politique, les prérogatives du Premier ministre et les conditions d'éligibilité du président de la République. Eh bien voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Retrouvez Isidore Kobatine pour notre édition de nuit. Au revoir.